Alors, la création de ma compagnie, comment ça s'est passé ? Créer une compagnie n'est pas très compliqué. Faut-il ou non parler thaï quand on s'installe en Thaïlande ? La solution, c'est effectivement de trouver un local qui va pouvoir parler avec les codes culturels pour régler les choses. C'est pas dans la culture en fait de dire non frontalement. Je ne le ferai jamais. On doit payer des taxes pour être ici. Tu te comportes comme le gros touriste de base, en fait à un moment tu vas être vu comme un gros touriste de base. J'ai compris pendant ce process que l'idée c'était de m'arnaquer en fait. Si mon intention est réelle de faire un lien avec l'autre, c'est ni plus ni moins que de faire un lien avec l'autre. C'est parti! Attention, attention! Si vous ne voulez pas juste visiter la Thaïlande, mais la vivre à la sauce locale, alors vous êtes au bon endroit. Recevez gratuitement votre exemplaire du livre Thaïlande sans limite. C'est plus de 100 pages bourrées d'astuces et de conseils sur la culture, la finance, l'immobilier, les visas, l'emploi en Thaïlande, mais aussi les business en ligne. C'est gratuit, c'est fun et ça ne pique pas. C'est-à-dire que ça se digère comme un pad thaï. Le lien est dans la description. Alors, la création de ma compagnie, comment ça s'est passé ? Moi, quand je suis arrivé, je me suis donné 1 an pour ne pas prendre de grandes décisions avant d'avoir observé le territoire. Je suis arrivé avec une démarche qui était d'attacher ma vie professionnelle au territoire, donc en fait de ne pas travailler en ligne, de ne pas travailler sur les autres îles ou quoi que ce soit. Et donc, après 1 an d'observation, j'ai compris qu'il y avait un choix à poser. C'était le choix d'être dans l'illégalité et donc soumis à pouvoir être arrêté et déporté, ou d'être dans la légalité en sachant que ça allait coûter pas mal de sous et que ça c'est à savoir en fait en tant qu'Européen, enfin en tant qu'Austerne, on doit payer des taxes pour être ici. Et vu qu'en fait la vie coûte moins cher et que normalement les sous qu'on rapporte sont moins importants aussi, c'est un vrai choix à poser en fait, de décider d'être légal ou décider de jouer. Alors il y a des gens qui font un entre-deux et qui se mettent dans une zone grise. Moi j'ai décidé d'être dans le plus de légalité possible, aussi parce que j'accompagne des gens à l'eau et que j'ai toutes les assurances. Même si je me doute que si je devais avoir un vrai problème un jour, les assurances ne joueraient pas aussi bien que ce que ça pourrait être en Europe. Donc ce choix, je l'ai posé après 1 an et je pensais en fait que j'allais faire plus d'arts martiaux que d'apnée. À cette époque-là, j'étais jeune apnéiste, je venais d'être instructeur. Et alors, j'ai décidé de créer la compagnie parce que la personne qui est sur l'île là maintenant et qui est maintenant devenue mon compétiteur avait besoin en fait d'avoir une compagnie et qui m'a en fait demandé de créer une compagnie pour qu'il puisse s'associer à moi. J'ai compris pendant ce process que l'idée c'était de m'arnaquer en fait. Par contre, pas de bol, une fois que ma compagnie a été créée, je lui ai dit, écoute bonhomme, si t'avais voulu m'arnaquer, il fallait le faire avant, parce que là maintenant j'ai une compagnie, ça m'a coûté de l'argent, donc je vais rester quoi. Et en fait, je suis resté, ça fait 6 ans et demi que j'exploite cette compagnie, et ça fonctionne bien. Voilà, on travaille pas du tout de la même manière lui et moi, pendant 2-3 ans c'était difficile, mais là il fait ses trucs de son côté, il a une stratégie Instagram, une stratégie qualité de service et recommandations directes, et ça fonctionne, donc voilà. Et comment ça s'est passé ? Il y a énormément de soutien qui peut être fait en ligne. C'est devenu assez simple en fait pour un Européen, un peu externe, de s'installer en Thaïlande. Alors je sais pas pour le reste de la Thaïlande, mais en tout cas pour les gros endroits comme Phuket, Bangkok, Samui, Pattaya, qu'est-ce qu'on a d'autre, Chiang Mai, toutes les villes qui ont un peu de flot de touristes, il y a assez d'ambassades, consulats, office du travail, office de l'immigration, pour que ça puisse aller assez vite. Assez de gens qui sont des avocats ou des légistes qui peuvent aider en fait. Donc créer une compagnie n'est pas très compliqué. Alors l'autre question c'était en fait de trouver un boulot. J'ai des copains en fait qui ont eux des boulots, donc pareil, ils doivent poser le même choix, c'est soit ils y vont en mode illégal, et donc en permis touriste, et puis ils savent que peut-être un jour ils vont se faire choper, ce qui arrive pas trop en fait,
mais il y a toujours cette ombre. Ou alors ils y vont en mode légal, et là du coup c'est un peu plus compliqué pour eux, parce que être employé en Thaïlande en sachant qu'il y a un patron qui va prendre sa marge sur votre travail, et que vous devez payer vos taxes vous-même, c'est pas vraiment rentable en fait. Donc je sais qu'il y a énormément de gens qui arrivent avec des boulots depuis l'Europe ou les États-Unis, enfin depuis autre part, et donc pour eux c'est différent. Et ça justement, voilà, ce sont ces nouveaux digital nomades ou ces nouveaux expatriés qui sont pas vraiment expatriés en fait, qui sont toujours attachés à leur réalité là d'où ils viennent. Alors là, c'est la partie de la vidéo où je dois dire quelque part que je suis content que ça se fasse en français, parce qu'en anglais, je pourrais me faire sabrer pour ça. Je ne sais pas comment fonctionne le reste de la Thaïlande. J'ai l'impression que dans toutes les grosses villes, c'est le même problème. Et donc là, la question, c'est comment fonctionne mon intégration avec les locaux. Définissons locaux. Est-ce que ça veut dire les gens qui sont nationaux, ou est-ce que ça veut dire les gens qui vivent ici? Parce que si ça veut dire les gens qui vivent ici, il faut considérer les Birmans. Myanmar, voilà. Alors il faut aussi considérer les expats qui se sont intégrés. Et puis il faut considérer en fait la nouvelle vague d'expats permanents, de touristes permanents. Et donc avec quels locaux me suis-je intégré? En fait, comme je l'ai dit dans une autre réponse, moi les 2 premières années en fait je donnais des cours d'arts martiaux aux gamins tout azimut, et des cours de voile principalement aux enfants thaï. Et donc voilà, j'ai fait des connexions avec quelques familles, donc j'ai eu des gamins à qui je donnais des cours d'arts martiaux qui maintenant ils sont des jeunes hommes. C'était principalement des garçons, je dois avouer. Et donc c'est cool. Enfin voilà, il y a plein de gens à qui j'ai donné soit des cours de voile, soit des cours d'arts martiaux qui me saluent et se souviennent de mon prénom. Mais voilà, la vie va, culturellement, c'est pas la même chose. Donc en fait, les interactions culturelles se faisaient autour de ces activités-là. Mais à part se souhaiter les bons vœux pour les fêtes traditionnelles, ou bien prendre des nouvelles quand on se voit au magasin, j'ai jamais vraiment cultivé de relations où en fait j'étais invité chez les gens à manger ou je les invitais chez moi à manger. Là il y a une frange de la population, en tout cas à Koh Phangan, qui est super internationalisée, qui parle anglais de manière impeccable, qui en général en fait ils ont un intérêt pour la culture western, et du coup en fait eux c'est des hybrides, donc en fait avec eux j'ai eu des associations un petit peu plus professionnelles ou amicales, voilà. Par contre il y a un truc que j'ai jamais fait, c'est de sortir avec une locale, et je ne le ferai jamais. Alors c'est simplement parce que je pense que je vais garder ça pour une autre question. Mais je n'ai jamais été intimement lié à une locale, que ce soit Thaï ou Birman. Et alors parlons des Birmans en 2 minutes. En fait les Birmans, quand il y a eu le début du Covid, en fait personne n'en avait rien à faire de leur figure. Et donc avec 2-3 copains, on n'était pas les seuls, mais il y a 2-3 initiatives qui ont été là pour un petit peu soutenir les Birmans. Et j'ai tendance de cœur à être plus ouvert avec les travailleurs birmans que avec les propriétaires thaïs. Et est-ce que c'est mon instinct social post-communiste, camarade, arrêtons l'exploitation? Je ne sais pas. Mais voilà, donc là il y a une école de Myanmar, birman. C'est jamais vraiment clair s'il faut dire Myanmar ou Birman, peu importe. Et là en fait on commence en fait à faire des trucs avec eux, leur donner du matos, et puis voilà, avec un copain là, on va aller leur donner des cours d'anglais. On reste des colonialistes malgré tout. Mais bon voilà, si c'est leur donner des cours d'anglais pour qu'ils puissent lever leurs conditions, pourquoi pas quoi. Alors, est-ce que j'ai des problèmes de communication avec les Thaïs? Oui, et c'est normal, parce que je parle pas thaï. Et donc, en fait, ça, c'est un des trucs où c'est discutable, ok? C'est discutable, en fait, faut-il ou non parler thaï quand on s'installe en Thaïlande? À Koh Phangan, en fait, ce n'est pas nécessaire. Donc, évidemment, en fait, il y a une grande partie de la population avec qui, quand on parle anglais, on parle un anglais très très simple. C'est pas insultant du tout, c'est juste beaucoup plus simple pour tout le monde. Et ça fonctionne. De nouveau, moi, comme j'ai dit dans une autre réponse, en fait, j'ai préféré m'intégrer avec des considérations sociales, je sais pas comment dire ça, mais j'ai préféré m'intégrer avec des actions
qu'avec des symboles et le symbole de parler thaï pour faire semblant que ça peut être vu comme n'étant pas respectueux, mais j'ai l'impression que je montre mon respect différemment. Donc des problèmes d'incompréhension, bah oui, en fait, il y en a quand même plein qui sont culturels. Et si je passe au-dessus de la langue, il y en a plein qui sont culturels. Donc il y a ce truc qui est relativement connu dans l'Asie du Sud-Est, qui est qu'en fait, c'est pas dans la culture en fait de dire non frontalement. Alors pour nous, ça pose énormément de problèmes, parce qu'en fait, quand on pose des questions dont la réponse est non, on préfère avoir un non, comme ça on s'est tablé sur quelque chose. Mais là, en fait, la réponse ne va pas être un non. La réponse va être un pas oui, peut-être un changement de tête, voilà. Et donc en fait il faut le comprendre, ça faut comprendre que si vraiment il y a besoin en fait d'avoir une réponse claire, il faut vraiment en fait agencer sa question pour savoir que la réponse qu'on reçoit, c'est celle dont on a besoin. Voilà. Et ça c'est difficile à expliquer. Tous les gens qui sont en Asie comprennent de quoi je parle, mais comment je vais essayer d'expliquer ça pour quelqu'un qui n'est jamais venu ici. Imagine que c'est le jeu du ni oui ni non. Et en fait voilà, tu dois poser tes questions de manière à ce que l'autre personne en fait puisse répondre. C'est juste ça. Et il faut vraiment... C'est un jeu, quoi. C'est un jeu. Sinon, quels autres problèmes d'incompréhension? Il y a des trucs qu'on fait pas en Thaïlande. Donc, lever la voix, on fait pas. Si tu dois lever la voix, tu fais perdre la face à l'autre. Et en fait, l'autre tu perds son respect. Donc, en fait... À un moment, si tu as levé la voix, ne t'étonne pas que tout ce qui va suivre après n'ira pas dans ton sens, parce qu'en fait le type te montre frontalement qu'en fait il te respecte plus et c'est fini. Donc c'est pas un problème d'incompréhension, mais c'est un problème d'activation d'un réflexe culturel, appelons ça. Et voilà. Sinon, des autres problèmes d'incompréhension, il y a le truc classique de la langue et de la lecture. Donc il y a quand même encore des documents officiels qui sont écrits en thaï. Et donc du coup, voilà. Maintenant, il y a un ensemble de dispositifs qui sont là, donc les gens qui font justement leur business à faire des intermédiaires entre les westerns et les thaïs. Donc il y a des solutions en fait, à tout il y a des solutions. Mais parfois la solution c'est effectivement de trouver un local qui va pouvoir parler avec les codes culturels pour régler les choses quoi. Mais s'il y a deux trucs dont il faut se souvenir, c'est ne pas lever la voix et poser tes questions de manière à ce que la personne puisse répondre par un oui qui t'aide. Ok, donc comprendre en fait que jamais ils vont te dire non. C'est très simple en fait. En thaï, chai, ça veut dire oui. Non, ils le disent pas. Ils ont un mot pour, mais ils le disent pas. Ils disent my chai, ce qui veut dire pas oui. Voilà, je crois que ça dira tout. Hein. Alors, la question par rapport à ce bruit qui court, que les relations entre Thaï et Européens ou Western sont motivées par l'argent, est-ce une réalité ou est-ce une fiction? C'est une question complexe. Donc on m'a demandé de répondre honnêtement, donc je vais essayer de répondre le plus honnêtement possible. J'ai déjà levé ce sujet qui est que on doit pouvoir admettre par rapport à nous-mêmes, on arrive ici comme quelque part des envahisseurs. Et que si j'arrive ici avec un désir de comprendre la culture, les motivations et les individus thaïs que je vais rencontrer, je vais peut-être me heurter à des résistances et je vais peut-être être mal reçu, mal perçu. Mais si mon intention est réelle de faire un lien avec l'autre, c'est ni plus ni moins que de faire un lien avec l'autre, avec des chocs culturels. Si mon idée c'est d'arriver avec mes codes, un peu comme un gros bourrin, on dirait en Belgique. Et si mon idée en fait c'est d'arriver et puis d'exploiter, parce qu'en fait c'est pas cher, j'arrive avec mes thunes, et j'arrive avec mon désir de vivre bien et de me mettre en mode roi du monde, du coup en fait qu'est-ce que je vais déclencher? Je vais déclencher des résistances, et puis je vais déclencher ou confirmer le fait que j'arrive avec plus de thunes que ce qu'eux ils ont. Et du coup, oui, si je me comporte comme quelqu'un qui veut acheter mes privilèges, je vais être vu comme une tirelire. Donc du coup, en fait, je vais enclencher ou participer à cette mécanique d'être vu pour une machine à sous, ou un portefeuille sur pattes. Voilà, en fait, je pense que c'est clair qu'il y a des injustices. Il y a des fois où en fait, on est dans une démarche un petit peu juste et honnête, et puis on se retrouve à se dire tiens, en fait, mais il me voit vraiment pour une machine à thunes, c'est un peu con ça. Puis il y a des fois aussi où il faut reconnaître qu'en fait on arrive là en mode tiens, le pad thai il est pas cher, et donc ça c'est pas cool non plus, ok. Alors je pense en fait que un truc qui fonctionne, c'est que si vous allez aux mêmes endroits et que vous revenez, en fait il va y avoir quelque chose qui va s'installer. Je crois que c'est un petit peu partout. Si tu te comportes comme un touriste, tu vas être vu comme un touriste. Si tu es dans un endroit touristique et que tu te comportes comme le gros touriste de base, en fait à un moment tu vas être vu comme un gros touriste de base. Alors le niveau après touriste c'est quoi? Ce serait l'expat qui cherche à s'installer.
Alors l'expat qui cherche à installer, il y a ce mythe de oui mais en fait les Thaïs ils vont m'arnaquer. Ça a pu être vrai, je pense que c'est encore vrai maintenant quand on n'a pas, quand on a la tête de l'emploi, quand on a la tête du type qui va se faire arnaquer. Je pense que c'est vrai aussi quand on cherche vraiment les petits raccourcis, les coups tordus. Mais par contre, je pense qu'il y a quelque chose qui a été compris, parce que ça fait quand même des années que les westerns colonisent l'Asie du Sud-Est. Donc il y a quelque chose qui a été compris, c'est juste logique, c'est que si avant c'était ok d'arnaquer quelqu'un parce qu'on prenait vite de l'argent et puis qu'on se cassait, bah là en fait il faut comprendre que, ça a été compris que la plupart des gens qui viennent, ils viennent avec une démarche de s'installer. Et donc du coup, se mettre dans des relations d'intermédiaires entre les westerns et les Thaïs, où en fait il y a une idée de réputation et de business constant qui va s'installer, ça va être plus profitable sur le long terme. Donc ça a été compris ça. Les histoires de « Ah oui mais en fait mon avocat il a pris tout mon argent et puis il s'est barré », c'est quelque chose que j'ai plus entendu depuis très très longtemps. Donc il y a encore des quick scams, il y a encore des trucs qui vont très très vite, mais je pourrais en parler, moi j'en ai eu un il n'y a pas longtemps, mais dans l'ensemble, si l'idée c'est de s'installer, de payer ses taxes, etc., grosso modo, il y a quelqu'un qui va prendre une commission ou un pourcentage sur ce que vous dépensez plus ou moins tout le temps, et c'est plus intéressant pour eux de considérer ça comme un business et de proposer un service. Et du coup, ils vont prendre des sous sur l'ensemble des petites démarches qu'il y a à faire sur le long terme. Et pour la plupart des gens, en fait, c'est beaucoup plus profitable et intéressant de ne pas en fait essayer juste d'arnaquer les gens en fait. Donc voilà. Alors il reste en fait des arnaques. Il en reste plein. Mais dans le grand ensemble, de nouveau, pareil, c'est cette loi. En Thaïlande, tu vas trouver les emmerdes que tu cherches. Et ça, c'est pas que à Koh Phangan, c'est en Thaïlande. Ça, c'est vraiment ce que je pense. Donc voilà. Il y a des questions de mafia, évidemment. Il y a des questions de délinquance, un peu moins. Mais il y a des questions de corruption, on n'est plus censé dire ça, mais il en reste un peu. Ça a bien été nettoyé, hein. Ça c'est aussi un autre truc là, sur les mythes de la Thaïlande, j'ai envie de dire prostitution infantile et corruption de la police. Alors je pense qu'il en reste, mais ça a bien été nettoyé quoi. Ça a bien été nettoyé. En tout cas à Koh Phangan, la corruption elle est pas, c'est pas un problème majeur. Avez-vous envie de briller sous les projecteurs de la chaîne Digitaï, tout comme un pad thai parfaitement réussi qui illumine votre journée? Pour ça, rien de plus simple, il suffit de rejoindre notre newsletter accessible via le lien sous cette vidéo. De plus, ce sera l'occasion rêvée de promouvoir votre aventure, votre business, votre produit ou bien votre service directement dans la description de votre interview. Profitez-en car c'est gratuit, c'est-à-dire pas besoin de marchander comme au marché de Chatuchak.